mathématique. Parce que vous voyez que dans ce fondement de la mathématique, ce radical, la langue française préfère souvent l'appeler l'infinitif. Donc, il est tellement infini que sur la base de ce principe de la vieille poésie, de la préposition, donc vous voyez que dans l'infini, mais les positions sont multiples. Il y a ce qu'on appelle ce rapport, c'est-à-dire cette opérationnalité de la préposition par rapport à un radical. Donc, malheureusement, le signe de la tombe n'est pas dans la classification de tomber. En allemand, la tombe, c'est Grab, das Grab. Et même la fosse, ce que vous appelez la tombe en allemand, c'est das Grab. Et même la fosse encore, c'est das Graben. Et même maintenant, son infinitif, c'est Graben. Mais quand vous essayez de voir le signe de Graben, ça n'a rien de ce qui tombe. Ça a plutôt le sens de quelque chose qu'on va creuser. Mais observez qu'en allemand, lorsqu'on dit tombe, en français, c'est-à-dire tomber, le radical, on dit fallen. Mais maintenant, lorsque la mathématique de l'opérationnalité, de la radicalité commence, ou bien du radical commence, mais effectivement, vous vous retrouvez donc dans le dispositif de la numéricalité, c'est-à-dire la grammaire de, comment le dit-on? La grammaire de la calculabilité de la numéricalité. J'ai déjà parlé de ça. Donc, vous auriez des trucs, et là, nous sommes totalement dans la forme. Et vous allez voir que là où on retrouve facilement l'entendement de cette chose, c'est ce qu'on a appelé informatique. Mais lorsque vous prenez ce mot informatique, vous retrouvez exactement ce que je vous ai expliqué. C'est-à-dire le radical qu'on soumet à l'opérationnalité de la grammaire, de la calculabilité, de la numéricalité. C'est ainsi que vous avez informatique, cette vieille poésie, la préposition latine, et maintenant vous enlevez le radical forme, et puis vous lui ajoutez maintenant une autre post-fixation, hic, dans informatique, ou bien tic. Mais dans forme, on vous donne même déjà le format. Format, tic, in. Donc, si on devait revenir, parce que vous allez voir qu'avec c'est-à-dire cette façon, cette morphologie, etc., vous prenez le radical et vous le soumettez à l'opérationnabilité d'une certaine grammaire qui n'explique, la grammaire d'une langue, naturellement, qui n'explique que cette numéricalité. Mais évidemment, vous voyez ce que vous produisez. Donc, si on revient, vous allez voir qu'en allemand, tomber, c'est fallen. Et que maintenant, lorsqu'il faut utiliser les opérations, l'opérationnabilité de la grammaire, de la calculabilité, de la numéricalité, mais vous allez voir que on peut couper le fallen là, on enlève le N et ça reste difale. Mais difale, c'est le piège. Et surtout, ne me dites pas que difale, chez moi, c'est l'antéchrist. Non, non. Vous serez déçus. Moi, je n'ai pas ça. Mais, même dans ce fallen, qui n'est déjà pas une tombe, mais lorsque vous voulez avoir le nominatif,
vous avez der Fall, le cas. Vous comprenez donc que lorsque vous essayez d'expliquer la tombe et la résurrection en disant là où il y a une tombe, il y a, ou bien là où il y a des tombes, il y a résurrection, je n'entrerai pas du tout dans le débat de la résurrection. Pardon. La prochaine fois, j'essaierai d'avoir un verre d'eau parce que je me rends bien compte que c'est un exercice un peu difficile, l'exercice de la parole. J'en ai pas véritablement l'habitude. Donc vous vous rendez compte que vous vous rendez véritablement compte que dans le cas de Nietzsche, la tombe, en fait, bref, en français, ce qui est tombe ne l'est pas forcément. Ce qui tombe en français, forcément, ne tombe pas pour les mêmes directions en allemand. Et vous réalisez que tomber dans un certain contexte, ou bien la tombe dans un certain contexte n'est ni die Falle, ni der Fall. Voilà. Fallen peut être tombé, mais la tombe n'est ni die Falle, ni der Fall. Dans ce contexte. Mais que le docteur soit rassuré, je n'ai pas ces qualités. Je voudrais un peu conclure, et je vais conclure sur Rome, parce que vous voyez bien que je ne peux rien dire sur le Vatican. Je n'ai pas des arguments, je ne suis pas de ce milieu. Néanmoins, je peux quand même parler de Rome et de la romanité pour conclure. Je peux me souvenir d'un de mes enseignants. Et pendant que je vais le nommer, je vais être extrêmement demandant de me montrer méticuleux pour ne pas faire des confusions de sonorité. Donc cet enseignant mien de l'histoire, de la grammaire, mais de l'histoire politique de l'Italie, s'appelait Herr Fontana. Écoutez encore bien, Herr Fontana, pas Fofana, Herr Fontana. Donc, s'il arrive que je sois en train de parler et que le mot Fofana pénètre mon discours, je vous aurais déjà averti. Donc, Herr Fontana a été mon enseignant de l'histoire de l'italianistique. Il nous enseignait à tous l'histoire de Rome en Italie. Et ce que moi j'ai pu comprendre, une longue histoire qui comporte beaucoup d'enseignements, beaucoup, les troubadours, comment les juges ont été les premiers, les seuls qui avaient été autorisés uniquement à utiliser le romain. Il faut faire une différence entre le romain et le latin. Donc, sur la base de tout cet enseignement que Herr Fofana m'a prodigué, je retiens une seule chose, c'est que Rome n'avait pas les moyens de son éducation. Rome n'avait pas les moyens de son éducation. Il avait fait générer des savoirs corrompus. Rome avait fait générer des savoirs corrompus, tel l'italien. Il est donc incontestable que l'italien, c'est
Oui, c'est du vulgaire, c'est du vulgaire latin ou bien vulgaire lateinisch. Bon, cependant, plus tard structuré et grammaticalisé. Herr Fontana expliqua que sous Rome, à une certaine époque, il fut interdit au peuple de lire le latin et d'écrire le vulgaire latin. Mais simplement, je ne sais pas s'il avait voulu m'expliquer leur cadeau. Herr Fontana sait que j'avais passé, et très bien, tous les examens de langue italienne. Les Italiens m'ont vu parler italien en Italie et avec quelle rapidité et uniquement en respectant la grammaire. Les enseignants italiens m'ont vu traduire de l'allemand vers l'italien sans aucune aide. Donc, moi, Boutout Lombeke, les études en italien ne pouvaient jamais me dépasser aussi longtemps que ces études étaient en italien. Mais, Herr Fontana, il signore Fontana. Au cours de ce séminaire, me traita malheureusement devant tous les autres étudiants européens et même du reste du monde de parvenu. Encore que il dispensait le cours en italien et en allemand, et au moment où il a voulu me désigner de parvenu, il a plutôt utilisé le mot en français, parvenu. Et c'est après cela que, au cours d'un autre cours, d'un autre séminaire, et tout cela se passe dans ce bâtiment qu'on appelle le Hauptgebäude. Ça dépendra de vous si vous voulez utiliser l'article en allemand. Choisissez le neutre masculin. Je dis Hauptgebäude. Après que Herr Fontana m'ait traité de parvenu, il y a un autre enseignant allemand qui écrira un jour au tableau pour me dire, pour dire en latin, naturellement, j'ai oublié la formulation, il me reviendra un jour, pour dire aux étudiants européens et le reste du monde ce que j'avais compris, l'ennemi est parmi nous. Mais je pense que cet enseignant qui avait dit que l'ennemi, me désignant que l'ennemi était parmi eux, je pense qu'il avait eu tort. Il avait eu tort parce que son semblable, Herr Fontana, ou bien Herr Fontana, avait déjà dit la vérité, celle d'un parvenu. Et c'est quoi un parvenu? À mon sens, c'est celui qui ne connaît pas son histoire. Simplement, le parvenu, une fois qu'il découvre son histoire,
il ne devient pas forcément un ennemi, encore moins un adversaire. Je souhaiterais bien, avant de finir, vous lire un poème. Je ne le lirai pas complètement. Je ne le lirai pas tout, enfin en entier, juste une partie. Je ne sais même plus si je sais encore bien lire le portugais. Parce que le nom du poème, c'est Adeus Português. Et là, je vais vous le lire, quelques parties. Je vais d'abord vous dire que Adeus Português signifie un adieu portugais. Donc, dans ce poème, voici ce qu'on dit. Fomos celtas, iberos, lusitanos, visigodos, navegadores, conquistadores, piratas. Somos país que se formou no século XII e cujas fronteiras se mantiveram praticamente inalteradas até hoje. Como rio, sangue árabe e judeu corre-nos nas veias. Como rio, sangue árabe e judeu corre-nos nas veias. Je ne vais pas le traduire. Je voudrais dire que je suis entièrement persuadé du fondement de la réflexion du professeur Marcien Toa. Je suis désolé pour ceux qui vont me reprocher le fait de toujours l'évoquer, mais c'est lui qui a dit que ce savoir n'était pas pertinent, que la scolastique n'était pas un savoir pertinent. C'était un universitaire, un recteur d'université. Et moi, sur la base de tout ce que j'ai, je découvre finalement que le savoir de Rome est flou. La preuve, das vulgaire latin. Vulgaire latin. Parce que, forcément, le latin lui-même serait ce que l'allemand appelle das Zeichen. Das Zeichen. Et quand on parle de Zeichen, on évoque absolument 10 classes. Mais bon, pour terminer, véritablement pour terminer, qu'est-ce que je dirais? Einen Groll auf jeden Mann haben, keinen. Leider keinen. Li ringrazio. Ciao a tutti, ci vediamo.